partout en Europe. Et globalement, les attaques sur les associations, c'est typiquement de la politique trumpiste. Et on voit ce que ça donne aux États-Unis avec Donald Trump. On va interdire tout un champ lexical pour nous empêcher de parler d'environnement, de lutte contre le dérèglement climatique, pour nous empêcher de parler des droits des femmes. Et c'est vraiment ce qui se passe au Parlement européen. On voit que les 3 cibles prioritaires de l'extrême droite, c'est l'écologie, c'est les personnes exilées et c'est les droits des femmes. Et évidemment, tout ça, c'est lié parce que celles qui sont le plus impactées par le dérèglement climatique, ce sont les femmes, ce sont les pauvres. Donc on voit que c'est extrêmement important d'être à l'intersection de toutes ces luttes, de pouvoir porter cette voix au Parlement européen, dans les autres institutions, mais surtout de pouvoir faire en sorte que cette lutte puisse vivre sur le terrain avec les associations, avec les militants. Et on voit aujourd'hui que la répression est extrêmement forte, qu'il y a un backlash écologiste extrêmement fort, mais s'il y a ce backlash, c'est aussi parce que notre mouvement est puissant, qu'on leur fait peur, et c'est dans cet interstice où on peut remporter des victoires, et bien qu'il y a cette répression très forte. Donc il faut réussir à garder la tête haute, à continuer à se mobiliser. Puis nous, parlementaires, on est là évidemment pour vous défendre, que ce soit sur le terrain avec l'écharpe pour espérer qu'il y ait moins de répression policière, mais on voit que ça ne les arrête pas forcément, mais aussi dans les institutions pour lutter à vos côtés. Voilà. Et on vous attribuera la palme de la ponctualité, 8 minutes 06. Question pour 5 minutes. Oui. Et après le monsieur là-bas. Bonjour, Joseph Avaker du Centre LGBTI+, de Rouen, donc une association entièrement bénévole. J'ai une question sur les soulèvements de la terre et la répression policière qui a suivi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate uniquement en France ou c'est aussi partout en Europe? Alors, la répression qu'on observe en France, elle est extrêmement violente et plus violente pour le moment qu'ailleurs en Europe. Pour autant, évidemment, il y a de la répression dans tous les mouvements écologistes, je pense notamment en Allemagne, et y compris la répression s'étend aussi aux questions, par exemple, quand il y a des manifestations contre les génocides en Palestine, on voit qu'il y a aussi un déferlement de violence sur cette question-là. Et pour du coup donner une comparaison, pour comparer la répression en France et ailleurs en Europe, moi je me suis notamment mobilisée à Repparfjord, donc c'est dans le nord de la Norvège, sur les terres Samis. Donc les Samis, c'est le dernier peuple autochtone d'Europe, en tout cas reconnu comme tel, qui se mobilise contre la réouverture de mines de cuivre, qui est défendue par l'Union européenne. Et notamment ce projet à Repparfjord, donc en Norvège, prévoit de rejeter les déchets de la mine dans le fjord. C'est une pratique qui est totalement interdite dans l'Union européenne, mais l'Union européenne finance ce projet qui se passe en Norvège, et donc on a les Samis, les activistes environnementaux, les pêcheurs locaux, les éleveurs de rennes qui se coalisent ensemble pour empêcher cette réouverture de mines. Et j'ai participé à une action de blocage. Et c'était très surprenant pour moi de voir la police arriver, être déjà extrêmement courtoise, polie, et puis nous dire, par exemple, il y avait un camarade qui faisait voler un drone, et la police est arrivée. On s'est dit, bon, bah là, c'est mort, il va devoir faire atterrir son drone, il va se faire embarquer. Et pas du tout, la policière lui a donné son numéro pour lui dire, moi aussi, je fais voler mon drone, du coup, est-ce qu'on peut se coordonner pour pas que nos drones volent en même temps, pour pas qu'il y ait de collusion? Je me suis dit, mais en France, jamais on n'aurait vu ça. Donc là, au contraire, on voyait que c'était respectueux, avec du dialogue, que l'usage de la violence n'avait pas du tout été une option pour eux. Alors aussi parce qu'il y a des contraintes techniques, c'était dans le nord de la Norvège, il faisait moins 20 degrés, ils n'étaient pas nombreux, et si nous, on était beaucoup plus nombreux que la police, et si jamais ils voulaient une intervention plus musclée, il fallait faire venir un hélicoptère d'Oslo. Donc évidemment, ça aide aussi à ne pas être dans la répression très forte. Pour autant, quand on racontait sur place comment s'est passé Sainte-Soline, comment se passent les manifestations en France, ils étaient extrêmement choqués de savoir que ça pouvait se produire aujourd'hui en France. Donc on est malheureusement de très mauvais élèves, mais il y a une pente glissante qui fait que partout en Europe, la répression se généralise. Alors, monsieur, je crains que le fil... Oh oui, mais je n'ai pas besoin de micro. Eh ben voilà qui va le faire, ça va être très bien comme ça. Allez-y, monsieur. Non, mais parce qu'en fait, Monsanto, c'est... oui, ce que je voulais dire, c'est que les Américains se sont déposés de Monsanto par le droit, parce que en fait, les Américains se sont débarrassés de Monsanto par le droit, parce qu'avec beaucoup de condamnations, Monsanto a été mis en liquidation judiciaire, vu le montant des amendes à payer. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le seul moyen qu'on a pour combattre le système
politico-industriel, lobbyiste, tout ça, ce système qui mène l'humanité dans un mur, le seul moyen qu'on a pour les combattre, c'est le judiciaire. C'est la multiplication des condamnations judiciaires c'est le seul moyen, à mon avis, qui amènera les entreprises à changer d'optique et les politico-véreux à s'arrêter, parce que les industriels, ils gagnent de l'argent, ils exploitent les gens, ils mentent volontairement, ils font des faux rapports, de la fausse information, de la désinformation, mais le seul moyen de les contraindre, c'est de les bloquer financièrement. C'est des condamnations, c'est le seul moyen, autrement on n'y arrivera pas. Alors moi, merci pour votre intervention. Moi, je pense qu'il faut se battre sur absolument tous les fronts, donc au niveau politique, au niveau judiciaire, au niveau de la presse, sur le terrain. Après, malheureusement, la justice, parfois, elle ne passe pas. Et je pense notamment à des camarades qui se battent en justice contre l'agent orange et ses effets encore aujourd'hui, ou contre le chlordécone, et parfois la justice ne reconnaît pas tous les préjudices qui sont faits sur les victimes. Donc je pense qu'il faut multiplier les outils, et notamment sur les pesticides. On a une grosse menace au niveau du Parlement européen, parce qu'il y a un omnibus sur les pesticides qui prévoit d'autoriser à vie 90% des pesticides. Ça veut dire que le glyphosate pourrait demain être autorisé à vie, alors qu'aujourd'hui il faut une révision tous les 10-15 ans, ce qui est déjà trop long. Mais là, ça voudrait dire qu'on ne prendrait plus en compte les avancées scientifiques, on ne prendrait plus en compte les cas de cancer, de lymphome qu'on peut observer pour interdire des substances dangereuses, et qu'on les autoriserait à vie. Donc évidemment, là, il va falloir se battre au niveau du Parlement européen, il va falloir qu'il y ait une pression citoyenne aussi, une pression des ONG environnementales, etc. Donc moi, je pense que c'est une coalition de tout qui peut fonctionner, et de vraiment les attaquer sur tous les moyens, parce que eux nous tapent partout où ils le peuvent. Et donc malheureusement, se reposer que sur le judiciaire, je pense que ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, c'est un outil effectivement qui peut être puissant, et qu'il faut en tout cas toujours utiliser les recours juridiques, les attaquer en justice. C'est évident que c'est un des moyens de lutter. Et pour aller dans ce sens, une petite anecdote, puisque vous n'y échapperez pas, mais nous avons appris il y a moins de 15 jours que nous avions gagné une lutte qui, dans sa dernière partie, a duré 10 ans, mais ça fait plusieurs années avant qu'on luttait contre le projet A133, A134, dit contournement est de Rouen, 41 km 500 d'autoroute à péage, et que là, il y a 15 jours, on a appris que c'était gagné. On a gagné, notre association était parmi les animateurs de ce collectif, toujours sur 3 pieds. Le pied juridique, c'est vrai, l'arme juridique, la mobilisation de la population et des élus, ça c'est un autre aspect, et de l'action de désobéissance civile. Ce sont bien les alliances, et là il y a toute la terminologie autour de ce qui s'est passé sur Notre-Dame-des-Landes qui commence à trouver des formes de théorie. Alors je trouve que ce n'est pas si facile que ça à articuler dans les différentes phases. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des cultures politiques excessivement différentes et que dans les cohabitations au quotidien, c'est un peu chaud. Mais ça, c'est la vie en collectivité aussi des fois. Hein. Et deuxième chose, avant de laisser la parole à Jean-François Julia, là je vais faire mon ancien combattant, je suis confus pour ceux qui n'aiment pas les anciens combattants, mais on a un point historique de bascule sur la violence faite aux écologistes quand Nicolas Sarkozy est arrivé ministre de l'Intérieur. Nous avons à Darnétal, nous sommes sur le chemin entre l'Allemagne et la Hague pour des trains de déchets nucléaires. Nous avons bloqué des trains de déchets nucléaires depuis que j'ai 18 ans. En gros, ça s'est toujours bien passé. On se mettait sur les rails le matin, très tôt, avant d'aller au boulot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La police arrivait et c'était à peu près ce qu'expliquait Emma Fourreau. Il nous disait, bon, il va falloir bouger. Bon, oui, d'accord, maintenant, on ne va pas bouger. Enfin, mais pacifiquement. Des forces de l'ordre avec qui on était dans le dialogue. Et la première fois où on s'est fait attraper, jeter par terre dans les fourrés, puis embarquer à Brizou dans la cave, c'est quand Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur. Depuis ce jour-là, les effectifs des gens qui bloquaient les trains de déchets nucléaires ont diminué par 10. Et donc, on s'est arrêté, quelque part. Je laisse maintenant, alors n'y voyons pas non plus un grand pessimisme, parce que l'optimisme est en route. Jean-François Julia,
Je te demandais de te décaler parce que malheureusement je file. Je crois que nous avons réussi à éliminer Monsieur Larsen du micro portatif. Merci. Merci à vous. Beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Je vais essayer de pas répéter les propos des précédents interlocuteurs. Merci d'être là déjà. Merci d'être là parce que vous avez bravé la chaleur. Malheureusement, il va falloir s'y faire, hein. Mais c'est important malgré tout. Et merci d'être là aussi parce que quelque part faire vivre la démocratie citoyenne, c'est aussi ça. C'est-à-dire, moi, je participe à beaucoup comme ça de réunions, rencontres publiques, et je me dis, mais je suis un éternel optimiste, mais je me dis que tant qu'on parvient à remplir des salles comme ça pour faire venir des gens, écouter d'autres personnes, discuter pendant 2 heures de sujets d'intérêt général, quelque part, tout n'est pas perdu. Donc merci d'être là ce soir. Forcément, France Nature Environnement, la défense des libertés associatives, c'est un truc qui nous touche de près. On est une fédération de plusieurs milliers d'associations. On se sent quelque part la responsabilité de porter haut et fort ce sujet-là, de monter au créneau pour défendre les libertés associatives des associations qui sont membres de FNE, mais des associations au sens large, parce que quelque part cette responsabilité nous incombe et on doit faire partie de ces contre-pouvoirs et de ces forces qui tentent de résister effectivement à une période qui est dure. Ce à quoi on assiste, et moi ça fait plus de 25 ans maintenant que je travaille dans le monde associatif, mais ce à quoi on assiste en ce moment à Bruxelles, dans les capitales européennes, en France, et on pourrait parler des États-Unis, mais ça nous emmènerait loin et tard, mais c'est finalement une véritable entreprise inédite, concertée, de mise au pas de la société civile. C'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans des phénomènes dispersés à droite et à gauche comme ça, où il y a de temps en temps une tentative parce que quelqu'un fait preuve d'un peu d'autoritarisme ou quelqu'un n'aime pas telle thématique ou telle cause ou telle association. Non, on est vraiment dans quelque chose qui est concerté aujourd'hui, qui regroupe des forces aujourd'hui qui ont réellement à cœur, effectivement, de mettre au pas la société civile demain et de faire disparaître un maximum de voix dissidentes, discordantes, militantes, toutes ces voix critiques. Parce que toutes les associations ne disparaîtront pas demain. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'associations qui vont pouvoir continuer à vivre, et même peut-être des associations qui recevront encore plus de financement qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, toutes celles qui ont cette approche militante, citoyenne, critique, et qui portent un projet de société qui n'est pas celui aujourd'hui porté par une partie de la droite et de l'extrême droite, eh bien toutes ces associations-là, elles sont effectivement dans le collimateur. Et on le sent très fort. On le sent très fort parce que, encore une fois, c'est inédit de par son ampleur et c'est inédit de par les stratégies mises en place. Ce qui se passe à Bruxelles, mais alors, je suis désolé, je suis arrivé au cours de ton intervention, mais je crois que tu as raconté tout ça en détail, mais en gros, on se rend compte à travers cet exemple-là, sur le financement des ONG, que la vérité n'a plus voix au chapitre. Les faits n'ont plus voix au chapitre. C'est-à-dire qu'on a un rapport de la Cour des comptes européenne qui dit il n'y a pas de problème, le financement des ONG, tout se passe bien, c'est fait dans les règles et tout ça. Mais pour autant, on crée une espèce d'instance, de groupe de surveillance sur la base d'un constat qui dit qu'il n'y a pas de problème. Et c'est dingue, mais c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que peu importe que la Cour des comptes européenne ait dit qu'il n'y avait pas de problème, finalement, il y a quand même des eurodéputés de droite et d'extrême droite qui vont dire on va quand même créer un groupe pour aller surveiller et s'assurer qu'il n'y a vraiment pas de problème. Sur la base de rien. Sur la base de rien. Sur la base de j'ai pas envie que ces associations-là reçoivent de l'argent, j'ai pas envie que demain ces associations continuent de porter un projet qui n'est pas le mien. Et c'est l'un des symptômes de ce qui se passe en ce moment. Et pour nous qui travaillons dans les associations, on a identifié trois typologies de menaces différentes. La première, c'est celle qui est autour de la stigmatisation, de tout ce qui vient du discours. On a parlé de Sarkozy tout à l'heure, mais moi j'ai un autre point d'ancrage comme ça, qui est un point de bascule en fait, c'est quand Darmanin a accusé des militants d'écoterrorisme. En fait, on a senti que ça créait dans ce discours une attitude totalement décomplexée, de la part des forces de l'ordre ensuite, mais aussi de la part d'un certain nombre d'autres responsables politiques qui se sont dit si lui il y va, il faut qu'on y aille aussi. C'est pas juste si lui il y va, on peut y aller aussi, c'est lui il y va, donc il faut qu'on y aille aussi, parce que quelque part il faut qu'on soit dans ce débat-là encore plus radical que les radicaux qui veulent faire taire les associations. Et du coup aujourd'hui il y a une attitude totalement décomplexée qui permet à tout un tas de responsables politiques
de s'en prendre aux libertés associatives de la manière la plus inattendue possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des responsables politiques à tous les niveaux qui demandent la fin des subventions, qui demandent la fin des associations, qui vont imaginer des stratagèmes absolument incroyables pour faire taire les associations, des choses qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années, où on n'avait pas le sentiment que des responsables politiques, là je parle de parlementaires nationaux, députés, sénateurs, sénatrices ou eurodéputés, qui peuvent se permettre d'avoir des propos comme ça aussi décomplexés vis-à-vis des associations. Donc tout ça, c'est la stigmatisation. Le deuxième registre d'attaque vis-à-vis des associations, c'est tout ce qui relève du juridique ou de l'administratif. Tout à l'heure, je crois que c'est vous avez parlé des procédures Bayon, des procès Bayon. C'est quelque chose, effectivement, qui est en train de se généraliser aussi. Alors moi, j'arrive de Greenpeace. Greenpeace, on avait été condamné à plusieurs centaines de millions d'euros, enfin de dollars en l'occurrence, d'amende pour avoir aidé à des mobilisations contre le passage d'un pipeline dans le Dakota du Nord. Et cette compagnie pétrolière Énergie Transfer avait réussi à faire condamner une organisation comme Greenpeace à verser plusieurs centaines de millions de dollars. Et en fait, ce qui se passe derrière ça, c'est une stratégie d'occupation d'occupation de ces associations-là, Greenpeace en l'occurrence, à ne pas faire son travail, à ne pas mener les campagnes qu'elle doit mener. Parce qu'au fond, Énergie Transfer, c'est très bien que Greenpeace ne paiera jamais 600 et quelques millions de dollars à la justice américaine ou à Énergie Transfer. Elle n'en a pas les moyens, elle ne les aura jamais. Mais en revanche, cette condamnation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tétanise une organisation comme Greenpeace aux États-Unis qui ne peut plus rien faire. Elle occupe le temps, l'énergie, l'argent d'une organisation qui, pendant ce temps-là, ne peut plus faire son boulot. Et on l'a vu aussi en France avec Total Energy qui a essayé de faire la même chose, qui n'a pas réussi. Mais ces procédures Bayon, c'est vraiment quelque chose qui est inquiétant aussi. Alors pour l'instant, c'est utilisé uniquement par des entreprises, et plutôt des grandes entreprises, de grands groupes et de grosses multinationales, parce qu'elles ont les moyens de le faire, parce qu'elles s'observent les unes des autres. Hein. Ce que Énergie Transfer a fait contre Greenpeace aux États-Unis, vous imaginez bien que tous les pétroliers et gaziers du monde, ils ont suivi ça de très près en se disant tiens, ça nous donne des idées pour la suite. Mais demain, on peut imaginer que ce seront aussi des États, des collectivités qui utiliseront les mêmes stratégies. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, la dernière, qui est la plus récente peut-être, mais qui prend de plus en plus de place, c'est de s'en prendre au financement. Et les financements, pareil, on a aujourd'hui des camps politiques qui, là aussi, font preuve d'une ingéniosité sans limite pour toucher au financement des ONG. Tous les ans, depuis quelques années, chaque fois que le projet de loi de finances arrive à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui veulent faire passer des amendements pour toucher à ce qu'on appelle le rescrit fiscal. C'est-à-dire c'est la possibilité pour les ONG de vous permettre à vous, en tant que donateur, donatrice d'une ONG, d'avoir une déduction fiscale et de réduire ce don de vos impôts. Les premières fois que c'est arrivé, c'était il y a 5-6 ans. Ça visait, c'était dit tout à l'heure, je crois, ça visait L214, principalement parce que ça venait de la FNSEA avec un certain nombre de députés du monde agricole très proche de la FNSEA qui voulaient faire en sorte que L214 ne puisse plus mener les actions qu'il mène dans les abattoirs. Ça, c'était la première année. Deuxième année, ça commençait à toucher toutes les actions des désobéissance civile. Donc là, il y avait déjà un lot plus important d'associations qui étaient dans le collimateur. Le discours, c'était de dire toute association dont des membres sont condamnés en justice pour des actions de désobéissance civile, l'association ne pourra plus émettre de reçu fiscal à ses adhérents. Vous imaginez le truc délirant. Donc c'est une association qui serait responsable pour tous les faits commis par l'ensemble de ses adhérents. Et depuis, ça ne cesse de prendre de l'ampleur. Il y a 2 ans, il y avait même des députés qui voulaient mettre dedans toute organisation qui serait condamnée pour diffamation, toute organisation qui serait condamnée pour utilisation non autorisée d'images publiques. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que font les associations de reprendre des images de parlementaires qui racontent n'importe quoi et qu'on va décrypter, débunker sur les réseaux sociaux et tout, ben ça, on n'aurait plus le droit de le faire non plus, sinon on perdrait la possibilité d'émettre un reçu fiscal. Donc voilà, donc tout y passe. Et puis, il y a aujourd'hui, encore une fois, dans cette attitude décomplexée, des propos de parlementaires d'extrême droite qui n'hésitent plus à dire qu'il faut couper les subventions à des associations directement ou qui s'en prennent à tous les organismes qui financent des projets menés par les associations. On a parlé de l'OFB, on pourrait parler de l'ADEME. Aujourd'hui, c'est toutes les semaines, j'ai l'impression, il y a des attaques contre l'ADEME et l'OFB, notamment parce que l'ADEME et l'OFB financent effectivement un certain nombre de projets menés sur différents territoires, j'imagine que c'est le cas ici aussi, menés par des associations environnementales. Donc on est dans un truc qui est effectivement extrêmement inquiétant, et on se dit que l'an prochain, année électorale clé,
décisive, déterminante. Que va-t-il se passer si le RN ou une alliance RN droite arrive au pouvoir l'an prochain et l'emporte à la présidentielle? L'ADEME disparaît, l'OFB disparaît, c'est je ne sais combien d'associations environnementales locales, parce que ce sont les plus petites et celles qui dépendent le plus de ces financements-là, qui vont disparaître dans la foulée. Et au niveau national, c'est pareil, ça va être extrêmement compliqué. Alors encore une fois, ça ne fera pas non plus, faut pas non plus tomber dans un pessimisme absolu, hein. Moi je pense qu'on trouvera des moyens de résister. Il y a une forte tradition quand même de résistance dans ce pays. Donc les associations ne vont pas se mettre au pas, et les associations militantes ne vont pas se taire, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit extrêmement créatif, extrêmement habile pour continuer à se faire entendre, pour continuer à pouvoir travailler. France Nature Environnement, je finis. France Nature Environnement qui a une mission dans ses modes d'action, le plaidoyer. Le plaidoyer, vous savez, c'est d'essayer d'influencer les politiques publiques à travers des rencontres, des propositions de formulation, etc. Donc on passe beaucoup de temps à rencontrer les responsables politiques à tous les plans. On a décidé, France Nature Environnement, que si l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne leur parlait pas plus demain qu'on ne leur parle aujourd'hui. Mais ça veut dire pour une association qui fait beaucoup de plaidoyer, si demain il y a un gouvernement d'extrême droite à qui on ne veut plus parler, le plaidoyer, on n'en fait plus, quoi. Bon, en tout cas, il faut trouver d'autres moyens de le faire. Mais c'est une remise en cause fondamentale de la manière avec laquelle on va pouvoir travailler. Donc je m'arrête là parce qu'apparemment j'ai débordé. Il y aurait 1000 choses à dire, mais on va prendre des questions. Mais en tout cas, voilà, le message, c'est extrêmement inquiétant. Il faut être extrêmement prudent, mais du coup, il faut être extrêmement mobilisé, extrêmement solidaire. Et c'est le seul moyen de pouvoir résister et de parvenir et de continuer à exister. C'est la famille. C'est la famille. Oui, madame. Merci, bonsoir. Quand j'ai vu le titre Défense de la protection de la nature et du climat, je me suis dit je ne peux pas faire autrement que d'être là. Ça fait 20 ans que je suis militante au groupe local de Greenpeace. Et donc garde à vue et tutti quanti, etc. On connaît. Actuellement, Greenpeace vit quelques difficultés importantes de baisse de montant des dons, entre autres, ce n'est pas que la seule raison, avec un plan de licenciement de plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. Peut-être parce qu'il y a maintenant aussi, depuis 20 ans que je suis à Greenpeace, d'autres associations qui émergent. Soulèvement de la Terre, avant Aron, on n'avait pas Amis de la Terre, on n'avait pas Oxfam, on commence à avoir Oxfam, etc. Donc il y a peut-être des dons qui se dispersent dans d'autres lieux et c'est très bien, c'est très très bien. Mais ce qui amène aux militants, quand même, Greenpeace est un petit peu connu quand même, avec un sérieux dans son travail et dans ses démonstrations, dans ses manifestations, et arrive à nous sommes un peu submergés par l'inquiétude du devenir de Greenpeace. Et donc ma question, parce qu'il faut poser une question, il paraît, en dehors du témoignage que j'amène là, c'est qu'en est-il de la mobilisation de la population ? Où sommes-nous? Où êtes-vous? Nous sommes pratiquement tous ici des convaincus. Il n'y a pas de climato-sceptiques, je ne pense pas. Quels sont les actes auxquels nous sommes prêts à renoncer? Est-ce que vous prenez encore l'avion ou pas l'avion? Et surtout, à quoi êtes-vous prêts pour bouger, pour se bouger? Ce que j'ai entendu ce soir me rappelle un souvenir. Il y a eu il y a quelques années un rassemblement assez spontané de gens à la mort d'un manifestant qui s'appelait Rémi Fraisse, qui luttait pour la protection de l'environnement. En même temps, un rassemblement beaucoup moins spontané de forces de l'ordre. Et moi, à l'époque, naïvement, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, tous ces gens qui arrivent, mais finalement, ça fait du monde en plus. Donc, ça va peut-être permettre que la chose soit plus connue, quoi, mieux connue. Voilà. L'inquiétude que j'ai, la question que j'ai, c'est les médias et les diffusions par les systèmes de communication numérique me semblent de moins en moins, on a l'impression qu'il y a une mainmise progressive sur ces relais
voilà, des discussions, des motifs qui nous ont amenés ici. Et ça, il me semble que c'est aussi, à la suite de ce que vous avez évoqué, un sujet en soi, comment on peut faire avec ça. Voilà, c'est ma question. Alors, le temps que je ramène le micro, je profite pour placer que l'interface avec la population, en tout cas en ce qui nous concerne à Effet de Serre toi-même, on la voit vraiment sur les réseaux sociaux. C'est là où il faut aujourd'hui aller porter de l'information, mais aussi du dialogue. Il y a tous les systèmes de commentaires et autres. Alors c'est vrai que c'est hyper chronophage. C'est vrai que des fois, c'est franchement galère parce qu'on a affaire à des personnes qui sont très violents ou très simplificateurs. Mais on s'aperçoit quand même qu'avec le temps, en travaillant doucement, etc., en discutant et en maintenant un dialogue, en fait, vous savez, ça nous fait penser, parce que nous, on est un peu pas mal enseignants dans l'asso, c'est les enfants qui sont en difficulté de socialisation. Si vous les renvoyez dans leur coin, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. La seule façon de les ramener, c'est de discuter avec eux, de les réintégrer progressivement. Et c'est aussi une des fonctions des réseaux sociaux sur lesquels il faudrait que nous progressions collectivement dans notre connaissance et notre pratique. Merci. En fait, les questions sont autour de comment mobiliser le grand public, comment faire en sorte qu'on ait plus d'impact à la fin. C'est difficile. La question des médias, elle est complexe parce que c'est vrai que les médias ont profondément changé et sont encore en train de muter, pas en bien, mais voilà, c'est comme ça. Il y a plusieurs choses. Il y a les propriétaires forcément des médias qui questionnent beaucoup autour de l'indépendance de ces médias. Il y a aussi le rythme de l'information qui a considérablement changé. Enfin, à une époque, il suffisait, c'était pas facile à faire, mais si on pouvait obtenir un passage à un JT à 20h, c'était gagné, le message était passé. Aujourd'hui, vous pouvez faire 10 JT dans l'année, votre message, il passe pas. En tout cas, c'est pas suffisant. Les réseaux sociaux ont apporté quelque chose, mais les réseaux sociaux créent aussi une fragmentation des audiences qui crée comme ça des bulles d'audience, et on a accès à nos bulles d'audience, mais on n'a pas accès à celles des autres. Donc en fait, on parle de plus en plus à des gens qui sont convaincus, on entretient un message, mais aujourd'hui, la question que se posent toutes les ONG environnementales, et je pense que c'est la même chose dans les autres causes, c'est comment parler aux audiences qui sont plus éloignées que nos audiences naturelles et acquises. Et ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que les réseaux sociaux ne le permettent pas, sauf de rares exceptions, mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Et puis c'est vrai que la bolorisation des médias, elle est extrêmement inquiétante. Moi je le vois en quelques années, des médias qui parlaient beaucoup et plutôt en bien des questions environnementales ont totalement déserté ce terrain-là, et quand ils y reviennent, c'est pour être extrêmement critiques et négatifs. Europe 1, le JDD, à une époque, ils avaient plutôt de bonnes émissions sur les questions environnementales. Ils avaient un traitement JDD, ils avaient sûrement un des meilleurs journalistes sur les questions environnementales à une époque. Aujourd'hui, vous lisez le JDD, c'est hallucinant, quoi. Enfin, on se dit, comment c'est possible que le même journal, avec son histoire et tout ça, raconte absolument n'importe quoi. Donc voilà, mais c'est un champ qu'on continue d'investiguer. On continue d'avoir il y a beaucoup d'associations qui font ça aussi, d'éclairer cette question de la désinformation climatique, de sensibiliser les médias à ces sujets-là. Il y a aussi une question de formation, de sensibilisation des journalistes qui parfois ne maîtrisent pas bien les enjeux environnementaux. Donc on essaie de faire progresser. Mais encore une fois, il y a quelques médias qui traitent bien ces sujets-là, mais trop peu pour faire certainement la différence. Un des sujets, ce sera la capacité qu'on puisse avoir de comprendre comment fonctionnent les algorithmes et comment on peut être bon dans les algorithmes. Comment est-ce qu'on peut essayer de monter en connaissance par rapport à ces systèmes-là sur lequel, pour l'instant, on est vraiment complètement novice. On est passif. Et il y a certainement une science, un savoir à augmenter sur ce champ-là. Juste une remarque, puis peut-être une question sur... en fait, on est en démocratie, vous êtes les élus, donc on a voté pour vous pour que vous fassiez un certain nombre de lois. Or, parfois, ces lois, le rôle des associations, des citoyens, c'est aussi en face de la légalité, opposer le droit, donc la légitimité de ces lois.
Et je pense que c'est un rôle très important des associations, c'est de venir contester des lois, parce que les élus, aujourd'hui c'est vous, demain ça sera peut-être d'autres qui seront encore, enfin qui feront des choses assez destructrices, et opposer la légitimité à des lois qui ne seraient pas légitimes. Le droit à la loi, je pense que c'est important et que les associations doivent être là pour le faire. Et une question, parce que moi je travaille beaucoup sur la défense des forêts, et c'est vraiment assez inacceptable la manière dont on exploite aujourd'hui les forêts françaises. Et j'avais demandé lors d'une réunion aux responsables de la commission pour les débats publics, j'avais soumis l'idée qu'on consulte les citoyens sur la gestion de l'ONF. Et on m'a dit c'est une très bonne idée, c'est biodiversité, c'est dans l'air du temps, etc. Finalement, c'est remonté à Paris et on m'a dit non, aucune association, aucun citoyen ne peut demander de débat public, il faut que ce soit l'ONF qui demande à vous rencontrer. Donc comment se fait-il qu'une commission du débat public ne puisse fonctionner que dans le sens RTE ou l'ONF demande le débat et que le citoyen, les associations ne puissent pas le demander? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Une dernière question. Merci Guillaume. Kelly Puyer, je suis à Rouen depuis 1 an à peu près, mais voilà, j'ai passé 18 ans à Bruxelles à faire du plaidoyer dans le domaine de la justice sociale, et je travaillais beaucoup aussi avec les organisations qui travaillent sur la défense de la nature, du climat. Et je dis ça parce que par rapport à ce que tu disais avant sur les messages et comment aussi parler à la population, on avait fait un énorme travail avec cet ensemble d'organisations sur la question du cadrage. Et on a parlé plusieurs fois là aujourd'hui d'écoterrorisme. Clairement, ça ne vient pas de nulle part. En fait, il y a un cadrage de la parole et on a perdu cette guerre-là. Et cette guerre, elle vient de loin, et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on réfléchisse à comment se réapproprier les termes. Je suis en train de reprendre justement le travail de Georges Lakoff, qui était à l'initiative en fait de toute cette discussion à travers ses travaux, et qui explique que depuis les années 70, en fait, en Amérique, les conservateurs qui voyaient en fait tous les étudiants et toute une part de la population en fait qui ne votait pas pour eux ou qui n'était pas derrière eux, ils ont commencé à mettre une énorme stratégie en place de cadrage du langage. Ils ont investi dans les universités. Et donc, ils sont très, très stratégiques là-dessus pour écraser tous les débats qui sont des débats progressistes. Et on le voit arriver en France. Et c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus aucun message qui passe. Parce que tout est cadré par eux. Donc, nos messages, ils ne passent plus. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous travaillez sur ces questions-là? Et sinon, comment travailler ensemble dessus? Alors, on va faire une conclusion en 1 minute par intervenant, mais il y a une dame là qui me demandait encore la parole. Je ne sais pas dire non, je lui laisse la parole et après on enchaîne les conclusions. Allez-y, madame. Oui, excusez-moi, je suis adhérente de FNE depuis longtemps. Je voulais profiter que j'ai des élus devant moi pour parler du petit bouquin que vient sortir Baptiste Morisot et Laurent Néret, qui s'appelle Liberté, dignité, habitabilité, et en fait, où il est question de faire basculer cette histoire de droit dans une histoire de valeur. De la même façon qu'au procès de Nuremberg, on a dit tout le monde a le droit de vivre et d'être respecté et de vivre dignement. Aujourd'hui, la valeur à mettre en place, c'est l'habitabilité, et qui est à défendre de la même façon. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pourriez faire. Alors, on va commencer dans l'ordre inverse des prises de parole. Donc, 1 minute, on essaie de se tenir approximativement. Jean-François Julliard, Monsieur Dossu, Madame Fourreau, dans l'autre sens. Voilà. Donc en 1 minute, je dis quoi? Une minute de conclusion. Je sais pas. Non, je ne vais pas le lancer dans les réponses aux questions qui viennent d'être posées, parce que chacune prendrait plus d'1 minute, malheureusement. Mais
Non, je dirais en conclusion, parce que c'est forcément une soirée un peu plombante, parce qu'on parle plus des problèmes que des solutions, mais sachez que dans les associations, il y a beaucoup de gens qui restent mobilisés, qui restent déterminés et qui gardent le moral. Et franchement, c'est pas tous les jours facile, parce que quand on travaille dans une asso environnementale, si en plus de l'éco-anxiété, on doit être anxieux pour son job ou son engagement bénévole, ben ça fait beaucoup. Mais malgré cela, moi, je ne cesse de croiser des gens qui continuent d'y croire, qui continuent de vouloir mener des actions, quelles que soient les formes des actions, parce qu'aujourd'hui, il est entendu très clairement qu'il y a une complémentarité nécessaire dans les modes d'action. On n'est plus dans le jugement de tel assaut qui est plus radical que machin ou dont le mode d'action est meilleur qu'eux. Aujourd'hui, l'issue, c'est dans la bonne articulation de ces modes d'action et de ces différentes tactiques. Donc, continuons d'y croire, continuons de se mobiliser. Continuons d'être présents dans des réunions comme celle-ci et sur les terrains de lutte. Il y en a beaucoup, il y en a ici, je sais, dans la région, il y en a un peu partout. C'est ce qui fera qu'on continuera de préserver, malgré tout, malgré ce qui pourra se passer l'an prochain, des espaces de démocratie, des espaces de mobilisation, et on en a besoin. Merci. Pour essayer de répondre brièvement à toutes les questions, ce qui est un exercice impossible, mais je vais essayer. Je pense qu'il y a quand même effectivement des raisons d'espérer, ne serait-ce que la pétition contre la loi du plomb qui a rassemblé 2 millions de signatures. C'est quand même énorme, exceptionnel de pouvoir mobiliser autant de signatures sur une question de santé et d'environnement. Donc ça montre quand même qu'il y a une vraie volonté citoyenne d'agir sur ces sujets, de refuser les cancers politiques, de refuser d'être empoisonnés. Et donc effectivement, on a un gros enjeu de comment on contourne les médias traditionnels qui sont entre les mains des milliardaires et qui contrôlent l'information pour des raisons très claires de maintenir l'ordre capitaliste actuel qui nous détruit. Donc pour ça, il y a les nouveaux médias qu'il faut encourager. Il y a aussi effectivement les réseaux sociaux, même si évidemment la solution, c'est de prendre le pouvoir et de pouvoir réorganiser tout le système médiatique pour garantir l'indépendance de la presse qui aujourd'hui n'existe pas de facto. Mais effectivement, les réseaux sociaux permettent aussi de toucher d'autres personnes, de toucher notamment une jeunesse qui est prête à se mobiliser, qui se mobilise déjà. L'année prochaine, ça va être une année charnière où on peut basculer dans le pire comme dans le meilleur. Et je pense que c'est aussi dans cette fenêtre-là qu'on peut réussir à imposer nos thèmes, donc ce qui nous concerne, à savoir comment est-ce qu'on continue à vivre sur cette planète. Cette notion d'habitabilité, c'est quand même ça. Et quand on regarde même les enquêtes d'opinion, on voit bien que c'est quand même transversal, qu'on veut tous pouvoir manger correctement, se loger dignement et vivre dans une planète habitable. C'est quand même l'intérêt général qui devrait primer, et c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant pendant ces prochains mois, et nous on se battra pour ça. Et je pense qu'effectivement rien n'est perdu, même si effectivement les combats sont importants, colossaux, mais tant qu'on reste ensemble, tant qu'on continue à se mobiliser, il y aura toujours de l'espoir, et je pense que l'année prochaine on pourra peut-être ouvrir cette voie. Merci. Je me lève parce que la chaise commence à fondre aussi. Non, mais déjà merci pour cette réunion publique. Je pense qu'on a été un peu plombant dans nos discours vu la situation. C'est normal. Mais moi, ce que j'ai vécu aussi de nombreuses mobilisations de terrain au moment où, vous savez, il y a eu Sainte-Solide, mais après il y a eu plein de mobilisations des soulèvements de la terre aux 4 coins de la France. Et je m'y suis déplacé et à chaque fois, j'ai vu des gens, à la fois des jeunes, et aussi des associations qui sont là depuis des années, comme la tienne par exemple, sur des combats historiques et qui ont renouvelé les formes d'engagement et les formes de construction d'une manifestation et qui ont donné un nouveau souffle à tout le mouvement du vivant et qui permet de faire converger un certain nombre de modes d'action et parfois d'engagement très différents, mais qui ont permis aussi de soulever quelque part une forme de nouvelle génération de personnes mobilisées pour l'habitabilité. Donc je pense que ça c'était une source aussi pour moi d'enthousiasme et je pense qu'il faut garder en tête que c'est possible encore de se soulever et de parfois combattre des projets et de gagner. Et ça prend parfois du temps, ça prend la voie juridique, ça prend la voie parfois d'autres voies d'engagement. Mais voilà, on peut encore gagner. Je pense que la dynamique associative française, elle est séculaire et donc je pense que là-dessus, on va se battre pour garder tout ce qui protège cette liberté associative et les libertés associatives en général. Je pense que ça fait partie évidemment d'un socle commun à gauche et donc continuer de construire l'unité autour de ce socle commun, je pense que c'est important pour les mois qui viennent.
On est dans le bon ordre là, monsieur Guillaume ? Parfait, super. Moi, j'ai envie de vous parler de liberté parce que tout ce dont on a parlé ce soir nous décrit comment, et à l'échelon européen et à l'échelon français, il y a un certain nombre de dispositifs, de processus qui sont attentatoires à la liberté de s'associer, à la liberté d'expression, à la liberté de penser, et puis à la liberté de créer. J'étais l'année dernière à Avignon, je vais y retourner. Je fais un parallèle du coup entre ce dont on a parlé ce soir sur les droits humains, sur les droits environnementaux, et j'y raccroche la culture. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, quand on a rencontré les artistes, leurs représentants, on a été frappés de les entendre nous dire, et ça vient de faire écho à des propos précédemment tenus, qu'ils s'auto-censuraient dans la construction de leur spectacle, dans les thèmes qu'ils choisissaient et les idées qu'ils mettaient en avant dans leur spectacle, parce que au bout du bout, il allait falloir qu'ils soient financés. Il allait falloir qu'ils soient subventionnés pour créer, que leur spectacle soit acheté, soit diffusé. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un parallèle qui vient d'être décrit là sur la manière dont on vient finalement amoindrir, arrondir les angles pour être plus policé, mais on ne gagne pas des combats, et on ne gagnera pas le combat de la dignité humaine, de l'habitabilité, si on se police et si on n'a plus de rugosité et si on ne sait pas véritablement ce qu'on va défendre.